Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés où l'on continue de débriefer les résultats des communales et provinciales. Pour ce deuxième épisode, on va se focaliser sur les engagés, grands vainqueurs de ce scrutin puisque le parti centriste améliore même son score des législatives du 9 juin si on regarde par exemple le verdict des provinciales. Alors comment expliquer ce succès, cette renaissance d'un parti que certains pensaient presque mort? La mue du CDH en les engagés a-t-elle été un vrai tournant doctrinal ou une habile opération marketing? Et puis cette question aussi, ce succès peut-il être durable ou est-il condamné à n'être qu'un feu de paille? On a une petite demi-heure pour y voir clair et on va commencer par remonter 5 ans en arrière. La première, les clés. Nous sommes le 5 juin 2019, rue des Deux Églises à Bruxelles, et au siège du CDH, l'ambiance est morose. Le parti vient de connaître une cuisante défaite électorale et son jeune président, Maxime Prévost, a bien reçu le message des urnes. Les électeurs nous ont adressé un signal très clair le 26 mai dernier, un signal de sanction, un signal qui dit que les Bruxellois et les Wallons ne sont pas demandeurs dans une proportion forte que le CDH continue d'assumer des responsabilités. En Wallonie, pour le scrutin régional, le parti centriste n'est parvenu à convaincre que 11% des électeurs et à Bruxelles, à peine 7%. Dès lors, le CDH estime qu'il n'a d'autre choix possible que l'opposition. Nous devons désormais constater que notre poids politique ne nous permettra plus aujourd'hui de peser de manière significative dans les décisions des gouvernements. Nous servirions d'alibi ou de caution pour un projet sur lequel nous ne pèserions plus suffisamment. Si ce lendemain d'élection est très douloureux pour le CDH en 2019, il y a quand même déjà un regard pointé vers après-demain, puisque Maxime Prévost, lors de cette conférence de presse, annonce également ceci. L'heure est venue pour nous, après ce revers électoral, de nous réinventer, avec lucidité et détermination, de questionner notre projet, sans tabou. Et le fruit de ce travail de questionnement, de refondation, d'élaboration d'un nouveau projet politique, on va le découvrir quasiment 3 ans plus tard, en mars 2022. Les engagés, voilà le nom du CDH à l'avenir que 1300 militants vont bientôt découvrir et voter dans les prochaines minutes. Avec un nouveau parti, engagez-vous pour changer la société. Ne dites plus parti, dites mouvement. Ne dites plus CDH, mais les engagés. Et dans le positionnement, une petite musique s'installe qui va s'avérer très efficace. Ce que nous voulons proposer, c'est une alternative citoyenne au simplisme, aux extrémismes, au populisme qui gangrène notre démocratie. Mais la partie, à l'époque, est encore loin d'être gagnée. Tant chez les commentateurs que chez certains cadres historiques du parti, on est sceptique. Les sondages restent très mauvais, le parti est même menacé de disparition à Bruxelles, et beaucoup se demandent si la mue vers les engagés va vraiment permettre aux centristes d'inverser la spirale négative. Mais voilà, la politique est parfois une course de fond, et les engagés vont progressivement poser d'autres jalons pour une remontée. En février 2023, arrive un renfort de poids. Jean-Luc Cruc rejoint les engagés. Il y a eu ce rapprochement humain qui a fait que là où j'étais plus parfois habitué à une forme de violence en termes de relations, j'ai trouvé plutôt ce que j'appellerais de l'empathie et de l'intelligence. Et les deux peuvent aller ensemble. L'homme incarne la ligne du libéralisme social avec une fibre écologique et son arrivée permet aux engagés
de parler à certains électeurs déçus du MR et de la ligne de Georges-Louis Boucher. Puis, en septembre 2023, le CDH va faire un mercato très efficace dans la société civile, notamment en allant chercher le médecin épidémiologiste Yves Copiters, popularisé par ses interventions médiatiques lors de la crise Covid. Moi, je suis issu de la société civile, donc je ne suis pas du tout un politicien, et le mouvement Les Engagés offre cette possibilité à justement des gens comme moi d'amener leur expertise. Et d'autres suivront, comme Olivier de Wassège, ex-Union Wallonne des entreprises, Elisabeth de Grise, des Mutualités chrétiennes. Ils rejoignent Yvan Verhoekstraat, fondateur de Midi Market, présent, lui, depuis l'origine des Engagés. Et puis, arrive le 9 juin 2024. Les urnes parlent pour des régionales et législatives capitales et ils donnent raison à cette stratégie des centristes. Chers amis, mais quelle belle victoire! La remontada à laquelle nous aspirions et à laquelle je vous avais invité, ce soir, nous l'avons faite! Un succès électoral éclatant. Le parti double pratiquement son score en Wallonie. Il remonte à Bruxelles et ce succès est confirmé et même amplifié 4 mois plus tard lors des élections communales et provinciales du 13 octobre. En Wallonie, nos listes portaient le numéro 2. Nous y avions vu un présage, celui de faire coup double après notre formidable remontada en juin dernier. Eh bien, 3 mois après, la victoire est de nouveau au rendez-vous. Voilà pour cette évocation express des 5 dernières années pour les centristes. Bonjour Bertrand Haine. Bonjour, bonjour. Vous êtes éditorialiste ici à La Première. On peut dire que ce sont les engagés qui ont le plus progressé, si on regarde les résultats de ces communales et provinciales, qu'ils ont même fait mieux que ce qu'ils n'avaient fait lors des législatives régionales du 9 juin. Oui, tout à fait. Donc, ils ont fait 20% le 9 juin et ils font 24% si on regarde le score consolidé de toutes les provinces wallonnes, ce qui est donc une augmentation de 4%. Le MR a augmenté de quelques dixièmes pour arriver à 29,8 si j'ai bonne mémoire. Voilà, et les autres partis, le PTB a continué un petit peu à perdre, Écolo a regagné un petit peu, le PS est stable. Donc en fait, ils sont encore en croissance, ils sont encore dans cette phase-là, ce qui montre non seulement ce qu'on savait déjà le 9 juin, c'est que cette refonte du parti a convaincu les électeurs, et ici qu'en plus l'alliance avec le mouvement réformateur, qui n'allait pas nécessairement de soi, les annonces qui ont été faites dans les premières semaines de cette alliance ont visiblement convaincu également les électeurs. Il y a quand même eu quelques annonces polémiques, je vais en citer 2, le tram de Liège et la fin de la nomination des enseignants, qui auraient pu toucher les engagés. En tout cas, si on pense à l'ex-CDH, la question des enseignants, c'est important, c'était important pour ce parti-là. Bon, ici, on voit visiblement, ça ne leur fait pas de tort, au contraire. Donc, les engagés continuent à convaincre. On verra si ça évolue aussi quand on entrera dans le dur de choix budgétaires qui peuvent être compliqués. Thomas Lejean est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques à la VUB et vous avez pas mal étudié ce processus de mue depuis le CDH vers les engagés. Alors, la question qu'on a envie de se poser pour essayer de comprendre comment ils ont réussi ce tour de force politique dont doivent rêver pas mal de partis qui sont aujourd'hui en difficulté, c'est qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a permis justement ce succès? D'abord, cette question, est-ce qu'à votre avis, ce qui s'est passé quand le CDH a fait tout ce mouvement de refonte pour aller vers les engagés, c'est un changement de façade, une habile opération marketing, ou bien il y a eu un vrai travail de refondation? Ce n'est plus le même parti que ce n'était avant le CDH ou le PC. Alors les deux, je dirais, quand on analyse la transformation ou les changements partisans, on observe généralement trois sphères qui sont interconnectées et qui font l'identité d'un parti. On observe l'organisation du parti, les règles et les traditions et les normes qui subsistent là. On observe les personnalités, le personnel politique du parti et on observe le programme de ces partis.
Dans le cadre du CDH, ce qui a fondamentalement changé, en tout cas changé plus que les deux autres sphères, c'est le profil idéologique du parti qui s'est repositionné au centre droit du spectre politique. Quand on observe l'organisation partisane, elle reste sensiblement la même que du temps du CDH. Donc il n'y a pas de transformation vraiment fondamentale là. Et quand on observe les profils qui incarnent encore le parti, on s'aperçoit que malgré un recrutement massif, en tout cas symboliquement fort dans la société civile, la plupart des personnes qui ont le leadership au sein du parti, la plupart des élus des engagés restent des gens qui étaient auparavant liés au CDH. Ce qui a aussi fondamentalement changé, par contre, c'est l'emballage de ce produit, de cette interconnexion des trois sphères, c'est-à-dire que le parti a changé de couleur, a changé de nom. Le processus de transformation s'est lui aussi fait à part du parti, c'est-à-dire qu'on a effacé les figures historiques du processus. Et donc, le processus de changement de ce parti n'a pas été associé à ces figures historiques. Un petit mot comme justement sur la façon dont ça s'est fait quand Maxime Prévost annonce en 2019 qu'il va falloir entamer un travail de refonte. Il lance une opération de consultation citoyenne. On se souvient de ce slogan à un moment donné convoqué par le parti de « Il fera beau demain » qui était un petit peu le titre de cette opération de transformation. Et puis, on a abouti à ce nom, les engagés. Ça s'est fait comment, concrètement ? Il y a vraiment eu un travail avec des citoyens, un travail de construction au départ de ce que des citoyens pouvaient avoir envie de porter dans un cadre de mouvement citoyen plus que de parti ? Alors, la volonté y était, et il faut dire qu'ils ont mis les choses en place pour que ça se déroule. Ils ont été confrontés à deux problèmes majeurs auxquels tous les responsables politiques sont confrontés lorsqu'ils essayent de passer par ce genre de processus démocratique. D'une part, le manque de participation, de volonté de participer de la part des citoyens, au-delà des membres et des sympathisants du CDH d'alors, et le Covid qui est venu mettre un coup d'arrêt à ce processus délibératif et participatif. Alors, ils sont passés en ligne durant la crise Covid pour essayer de continuer à avoir des inputs de la part des citoyens et des citoyennes, mais voilà, la participation était encore plus en baisse. Par contre, sur ce que nous avons pu observer, nous n'avons pas pu établir de lien entre ce qui ressortait de ces consultations citoyennes et ce qu'est maintenant le parti Les Engagés, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien comment est-ce que les responsables des engagés ont tenu compte de ces avis exprimés par les citoyens lors de ce processus inédit. Donc il n'y a pas, quelque part, une construction complète d'un programme politique au départ de consultations citoyennes. On a consulté des citoyens, mais par ailleurs, on a construit une ligne politique. Alors sans doute qu'on s'est quand même inspiré de certaines choses, enfin j'imagine, et on espère, de ce qui ressortait des citoyens, mais on n'est pas reparti de zéro au départ de ce que ces citoyens qu'on voulait consulter pouvaient amener. Non, je dirais que non. Après, effectivement, ici, on manque de données pour observer ça. Il y a eu des inspirations, c'est sûr et certain, et la politique reste quelque chose on est au contact de la population, on est toujours inspiré par la population, surtout quand on inclut les citoyens dans la réflexion. Bertrand Haine, vous, comment est-ce que vous voyez la façon dont cette mue s'est faite ? Est-ce qu'il y a eu quand même de vrais changements de fond ? Est-ce que ce passage par une consultation citoyenne a orienté le parti différemment de ce qu'était son ADN initial ? Oui, peut-être pas que son ADN initial, mais il y a des changements quand même qui, et c'est vrai, on l'a bien dit, qui ont été faits en dehors des cadres classiques du parti, en dehors des parlementaires, en dehors des élus. Il y a eu en fait des centaines de propositions qui ont été formulées. Là, le processus a été participatif, ou en tout cas extérieur au parti. Il y a eu une inspiration qui est venue d'une série de groupes, en fait assez limitée. Il n'y a pas non plus, 100 000 personnes qui ont participé à ça. Mais par contre, ce qui s'est passé, comment faire le tri dans ces milliers de propositions ? Et c'est là qu'en fait, un petit nombre de cadres, de consultants également, parce que le parti a travaillé avec des consultants privés, se sont dit, qu'est-ce qui peut correspondre mieux à la demande politique existante pour une petite entreprise comme le CDH en transition, pour construire une nouvelle offre qui corresponde à cette demande. Donc une analyse de part de marché possible, en quelque sorte, au niveau la réalité de la demande, ce qu'on comprend de l'opinion publique et de la demande électorale. Ici, je parle un petit peu en processus de management, parce que je crois qu'il y a beaucoup eu ça quand même dans la refonte du CDH, ces codes venus du privé et du management. Et donc on s'est dit, on doit être clair sur 4 ou 5 propositions qui sont déjà consensuelles dans l'opinion publique ou qui sont déjà majoritaires. Par exemple, je donne une qui a été concrète, la diminution des droits de succession. Ils se sont rendus compte que ça, c'est une mesure déjà là, dans l'opinion publique, et qui n'est pas demandée par les autres partis. Eh bien, ça va être la nôtre.
Et ça a été comme ça pour d'autres. Le nucléaire, alors ça c'était déjà demandé par l'EMR, mais ils se sont dit là aussi on va se réaligner là-dessus alors qu'on n'avait pas un message clair. Sur la limitation du chômage dans le temps à 2 ans, là non plus le CDH n'avait pas un message clair, on va clarifier le message avec quelques propositions. Et donc ça, effectivement, le fait de passer par un processus largement extériorisé, y compris via des consultants privés, a permis certainement un message plus clair et qui a permis la victoire. Mais c'est pas la seule chose, parce que je voudrais quand même dire un élément, c'est que tout ce processus a compté beaucoup, mais ce qui a peut-être compté le plus, ou en tout cas autant, de mon point de vue, c'est le fait surtout qu'il y a eu un nouvel espace au centre droit créé par le réalignement conservateur et plus droitier du MR sur toute une série de sujets. Si le MR était resté le MR de Charles Michel, voire même de Louis Michel, un parti de notables, de centre-droit classique, Sophie Wilmès, etc., sans cette personnalité de Georges-Louis Boucher et sans son réalignement à la droite, très clair, eh bien, je pense que le succès des engagés ne serait pas celui qu'on a aujourd'hui. Thomas Lejean, vous êtes d'accord avec cette analyse, le fait qu'il y a eu une droitisation du MR sous l'impulsion de Georges-Louis Boucher, peut-être aussi le fait que le Parti socialiste, qui devait courir de plus en plus derrière le PTB, a aussi ouvert un espace potentiel au centre-gauche, écolo aussi en difficulté pour le moment. Est-ce que c'est aussi quelque part les choix stratégiques des autres, les faiblesses des autres qui ont ouvert cet espace pour les engagés ? Alors je rejoins tout à fait ce que Bertrand vient d'expliquer par rapport au repositionnement idéologique de tous ses compétiteurs. Effectivement, il y a eu un travail de consultance et d'analyse de parts de marché. Ce qui est frappant, et dans les exemples que vous avez aussi utilisés, c'est que les engagés sont parvenus à se repositionner sur des thèmes à la base chers au mouvement réformateur, la fiscalité, l'emploi, mais également sur des thématiques chères aux écologistes. Et sans ce repositionnement aussi sur le flanc gauche, je dirais, sur tout ce qui touche à l'environnement, par exemple, les engagés n'auraient pas été en mesure de siphonner les voix perdues par Écolo. Écolo n'a pas perdu les voix, je pense, à cause du repositionnement des engagés, mais en tout cas, les engagés étaient au bon endroit, au bon moment pour réceptionner ces voix-là. Alors qu'il y a quand même un élément aussi, on a l'impression, qui compte beaucoup dans le succès des engagés, c'est la personnalité du président, qu'on a déjà beaucoup entendu dans notre introduction qui résumait les 5 dernières années. Un président qui, lui-même, a été une véritable locomotive électorale, tant le 9 juin qu'ici, lors des communales et provinciales. Et on va revenir là-dessus avec Sarah Pousset. En plus d'être président du parti Les Engagés, Maxime Prévost est aussi la superstar de Namur. Dès son élection à la tête de la commune en 2012, il avait éclaté tous les scores en dépassant le cap des 10 000 voix de préférence, ce qui n'était plus arrivé depuis les années 70. Lors de ces élections locales, la ville a gardé confiance et a choisi d'élire Maxime Prévost pour un 3e mandat, en lui permettant même de battre son propre score avec plus de 15 600 voix de préférence. Un résultat impressionnant à l'image du reste de la liste qui permet aux engagés de décrocher 7 sièges supplémentaires dans la capitale wallonne, à 1 siège près de la majorité absolue. Nous ne sommes qu'à près de 70%, je pense, des bureaux dépouillés. Mais je peux déjà vous annoncer que les engagés sont incontestablement le grand leader et vainqueur de ces élections à Namur. Vainqueur, c'est certain. En juin dernier, les engagés avaient déjà récolté un nombre important de voix dans la circonscription namuroise. Maxime Prévost avait alors obtenu plus de 47 000 votes de préférence. Si on compare les élections de juin et d'octobre, le jeune président de parti est même parvenu ce dimanche à améliorer son score personnel. Bertrand Haine, est-ce qu'on peut expliquer le succès des engagés sans Maxime Prévost, ou bien est-ce que c'est vraiment un ingrédient très important aussi de la réussite du parti ? Décisif parce que, et là on l'a dit aussi, dès le début, c'est lui qui imprime cette décision de se mettre dans l'opposition, c'est lui. Elle était déjà contestée à l'époque par certains qui se voyaient déjà ministres au gouvernement wallon à l'époque en 2019. Il faut rappeler la configuration en plus, parce qu'à l'époque, le PS et Écolo ont besoin d'un partenaire s'ils ne veulent pas aller en majorité avec le MR. Et donc le CDH de l'époque est en position de force pour négocier des concessions éventuellement importantes, mais ils choisissent de ne pas le faire. Et ils choisissent de ne pas le faire, et c'est un plan qui remonte en réalité. Moi, la première fois qu'on en a parlé, je ne l'ai jamais écrit ça d'ailleurs, mais je vous le dis parce que voilà, c'est une information. Oui, mais c'est en 2018, lors des élections locales, j'ai été à Bastogne suivre Benoît Lutjen.
Et alors qu'il avait remporté Bastogne haut la main, il voyait qu'ailleurs, ça n'allait pas très bien. Et il m'a dit, je pense qu'il faudra passer par un grand processus de refondation, le nom, la structure du parti, il va falloir revoir tout ça. Mais moi, je ne pourrais pas le faire. C'est pas mon rôle. Et donc, c'était à Maxime Prévost de le faire. Et donc, c'était quelque chose qui était déjà présent dans la tête de certains cadres, cette idée qu'à terme, ils vont s'éteindre. Cette menace existentielle sur laquelle a pu surfer Prévost pour dire il vaut mieux sauver le parti que d'aller au pouvoir. Et donc ça, c'était quand même sa décision à lui, portée par certains cadres, comme je le dis, mais enfin incarnée par lui et qu'il l'a imposée. L'autre chose aussi, c'est qu'au moment où ils ont sélectionné les priorités dont on vient de parler, à l'aide de consultants, etc. notamment, là, il y a eu une résistance d'une partie des élus et des cadres qui ne voulaient pas de certains points. Et il les a imposés. Il y a eu toute une série d'amendements déposés. Il les a largement, presque tous refusés. Maxime Prévost, en disant non, si on a dit qu'on y allait sans tabou, on y va sans tabou. Et au fond, c'est donc un processus assez verticalisé. Et il ne faut pas oublier que ce qui a mobilisé à ce moment-là les cadres comme Benoît Ludgen ou Maxime Prévost dans le parti, c'était l'exemple d'Emmanuel Macron en France, avec En Marche, qui était aussi un parti finalement très centralisé, avec une... Je crois qu'on peut parler d'illusion d'horizontalité, de citoyenneté. Alors ici, il y a quand même eu des groupes de citoyens qui ont parlé. Mais au fond, la fin est verticale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris les priorités, alors le président est très puissant. C'est vrai que en gros, les structures ont un peu changé par rapport au CDH. Moi, je crois que ce qui a quand même changé par rapport au CDH, c'est que peut-être le président est plus puissant. Peut-être parce que c'est Maxime Prévost, mais même dans la nouvelle structure, il y a quand même une verticalité assez nette, un peu à la Macron. Thomas Lejeune, est-ce que cette analyse-là, vous la partagez, l'idée qu'on aurait peut-être un parti plus vertical qu'avant, dans la façon dont les décisions se sont prises pour la réforme, mais aussi, j'imagine, parce que quand on est très fort et qu'on gagne en tant que président, y compris quand on gagne sur le plan personnel, comme il l'a fait de manière assez magistrale à Namur, on est d'autant plus fort pour imposer évidemment sa ligne à ses troupes. Mais c'est clair, donc la verticalité du pouvoir au sein des engagés actuels est surtout rattachée à la personnalité de Maxime Prévost et à son succès électoral et au succès de la transformation du parti. Mais en termes de structure formelle, l'organisation même du parti telle que décrite dans les statuts n'a pas bougé. C'est toujours un parti et pas un mouvement, par exemple. C'est toujours un parti. Alors, le parti s'appelle lui-même un mouvement qui prend parti, c'est un peu leur gimmick de campagne, mais les engagés n'ont rien d'un mouvement, politique. On reste dans des structures et des normes, des dynamiques de relations de pouvoir qui sont propres aux partis traditionnels belges comme le MR, le PS et les autres compétiteurs. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est durable, un succès comme celui-là? Parce qu'ici, il y avait quand même un ingrédient important, c'est que justement, le CDH devenu les engagés avait fait le choix d'aller dans l'opposition partout et qui a souvent une prime pour celui qui est dans l'opposition quand presque tous les autres sont au pouvoir. Donc ici, ils sont revenus, réussite de cette opération de transformation. Est-ce que ça peut durer sur le long terme, Thomas Lejeune? Alors moi, j'ai souvent tendance à dire qu'il faut attendre au moins deux élections, deux échéances législatives, donc pas communales et législatives, mais deux législatives pour voir un peu à quel point est-ce qu'un parti parvient à se rétablir comme un acteur majeur du spectre politique. Parce qu'on le voit dans le cas des engagés ici, ils ont créé très rapidement des coalitions gouvernementales en se collant véritablement au MR. Lors des élections communales, ils ont présenté toute une série de listes communes au MR. Donc là, il y a déjà un certain message politique qui est envoyé. Et on voit qu'on retombe aussi très facilement dans des logiques de pouvoir propres aux partis traditionnels. Si les engagés étaient véritablement un nouveau parti qui proposait une nouvelle manière de faire, je ne pense pas qu'on aurait eu si peu de temps entre les dernières échéances législatives et la création des majorités en Wallonie et en communauté française. Ces personnes se connaissent parce que ce sont les mêmes personnes que du temps du CDH. Ils ont déjà des connexions entre partis et c'est ce qui a facilité les choses. Donc, retourner vers ces logiques peut s'avérer très dangereux pour les engagés si les citoyens et les citoyennes captent bien cela. Bertrand Haine, on a expliquer les raisons du succès dans le fait notamment d'avoir réussi à capter un électeur et un électorat centre-droit du côté du MR, en allant chercher aussi certains déçus d'écolos, et on a rassemblé tout ça quelque part dans ce succès des engagés. Est-ce qu'on peut durablement faire la synthèse entre des attentes qui peuvent être quand même très différentes entre des électeurs du MR et des électeurs d'écolos, par exemple, qui ont été déçus et qui ont rejoint les engagés? Ouais, c'est une vraie question.
question à laquelle, je crois, Maxime Prévost n'a pas la réponse. Je dirais les points de fragilité sont... Bon, ils existent pour tous les partis. On pourrait faire l'exercice pour tous les partis. Si c'est les engagés, je ne veux pas particulièrement viser les engagés là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des points de fragilité dans cette réforme. Alors, il y a un point de fragilité, à mon avis, c'est que auparavant, le CDH était un parti de piliers. Ça, on n'a pas encore dit, mais c'est une des réformes, c'est que les piliers ont diminué d'influence dans le nouveau parti, avec plus de verticalité, moins de mouvements qui viennent de la base, les mutualités chrétiennes, etc. Bon, il y a Elisabeth de Grise, qui est ministre, qui vient des mutualités chrétiennes. Donc, il reste des choses. C'est pas zéro, mais enfin, ça a diminué. Là, on va voir comment le parti va pouvoir résister quand même dans les prochaines années qui s'annoncent des années de rigueur, pour ne pas dire un autre mot, à ce qui reste des piliers. Ça, c'est une question. Est-ce qu'il ne risque pas d'être tiraillé, divisé sur ces questions-là? L'autre question, c'est le renouvellement des cadres. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cadres qui restent les mêmes, mais les cadres très exposés, Elisabeth de Grise, Yves Copiters, sont maintenant ministres. Ils sont là. Ils ont peu d'expérience. Alors, Elisabeth de Grise a plus. Mais Yves Copiters, par exemple, c'est quand même quelqu'un qui est plus récent sur le marché électoral. Comment il va pouvoir se comporter comme ministre? Est-ce que ces cadres-là vont pouvoir résister? C'est aussi une deuxième question. Et puis alors la troisième, mais là ça a l'air de pas trop mal se présenter vu les résultats au provincial, c'est comment exister face à un MR qui est dominant, qui est marqué par une figure très polarisante comme Georges-Louis Boucher, quand on a été élu comme parti de la nuance. Comme parti qui veut, on l'a entendu dans votre introduction, qui veut éviter les cris, qui veut éviter les extrêmes. Bon, les gens qui ont voté engagé pour ça se disent, tiens, est-ce que vraiment on fait notre vote est réalisé quand on s'allie à Georges-Louis Boucher? Mais là, la réponse, elle est peut-être déjà donnée dans les provinciales, c'est que ceux qui profitent le plus de la situation, c'est les engagés, qui apparaissent comme un parti de centre-droit, plus posé, plus nuancé, et peut-être qu'à terme, c'est le pari que je fais, moi, ce matin, enfin, c'est pas un pari, mais j'ai une question ouverte. Peut-être qu'à terme, dans les prochains sondages, les engagés vont égaler le MR, je veux dire. Parce que ça devient potentiellement le un nouveau concurrent parti même de centre-droit. pour le MR. Oui, ça se voit. Regardez Wavre, qui est tombé, alors que c'était une ville historique du MR, est tombé aux mains des engagés. Nivelles, même chose. On voit qu'il y a une concurrence sur cet axe E411 de la Wallifornie, la Wallonie qui marche bien, et donc qui est économiquement, je veux dire, en forme. Et là-dessus, on voit que ces partis vont être concurrents. Est-ce que ça va créer des dissensions ou pas? Et qui va pouvoir en profiter? C'est ça les grandes questions. Thomas Legin, cette question pour terminer, est-ce que, à votre avis, ce repositionnement au centre-droit, de devenir peut-être un grand parti de centre-droit, peut à un moment donné le mettre en concurrence avec son partenaire d'aujourd'hui, le MR, en quelques secondes? Je pense qu'il est clairement en concurrence avec le MR. Tout l'enjeu sera maintenant pour les engagés de se réinstaller durablement dans les centres urbains, là où ils peinent encore à s'installer, même si les dernières élections communales sont plutôt favorables à ce sujet. Encore un mot dans les faiblesses, mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie d'une cohorte d'électeurs écolos qui sont partis aux engagés. Là, il y avait des promesses dans le mouvement, notamment de créer des assemblées, d'une consultation citoyenne tirée au sort pour notamment écrire quelque part un programme climatique. Fort sur la transition. Une feuille de route, de transition. Et tout ça ne se retrouve pas tellement dans les accords de gouvernement. Or, encore une fois, ça se sait. Et pourtant, les élections se sont bien passées pour les engagés. Donc pour l'instant, ça ne leur est pas négatif, encore une fois. Mais je me demande à long terme s'ils ne risquent pas une forme de désillusion sur le plan du climat et des sujets environnementaux avec les engagés. Mais ça dépend de leur action au sein du gouvernement. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Comptez sur nous, en tout cas, dans les clés pour suivre de près cet enjeu, tout comme on continue d'ailleurs de le suivre de manière très attentive dans notre autre podcast, Le Tournant, qui sort chaque vendredi. On retiendra en tout cas de cet épisode des clés 3 ingrédients majeurs du succès des engagés. D'abord, une stratégie de repositionnement appuyée sur une consultation citoyenne, mais pilotée de manière très verticale et même managériale par le président du parti pour identifier des parts d'électorat à aller gagner. Un espace politique qui s'est ouvert aussi avec une droitisation du MR sous l'impulsion de Georges-Louis Boucher qui a créé une sorte de brèche au centre droit, une brèche très bien exploitée par les engagés. Et puis, la personnalité d'un président qui incarne son message et qui a été suffisamment fort politiquement pour faire accepter au cadre de son parti une stratégie qui impliquait certains sacrifices difficiles, comme le fait d'aller dans l'opposition, de faire de la place sur les listes pour des nouvelles recrues issues de la société civile.
À voir maintenant si, à long terme et avec les années difficiles qui se profilent, notamment sur le plan budgétaire, ce succès pourra être pérennisé dans le temps. Merci, en tout cas, de nous avoir suivis pour cet épisode. À la réalisation sonore, il y avait Laurent Nélissen, à la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et si vous souhaitez écouter nos autres épisodes de débrief des élections communales, rendez-vous sur Ovio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.